As Iyanla Vanzant once said, it's important that we share our experiences with other people. Your story will heal you, and your story will heal somebody else. At Project Sleep, we believe that your stories matter, which is why we train people with sleep disorders on how to share their stories through our Rising Voices program. This Rising Voices podcast series features a variety of firsthand stories from people living with sleep disorders around the world. Each person's story offers unique and important insights. Welcome to Project Sleep's podcast. Project Sleep is a 501c3 nonprofit organization dedicated to raising awareness and advocating for sleep health, sleep equity, and sleep disorders. I'm your host, Julie Flagar. We're so glad you're here as we work together towards making sleep cool. On this podcast, all guests express their own opinions. While medical diagnoses and treatment options are discussed for educational purposes, this information should not be taken as medical advice. Each person's experience is so unique, which is why it's so important to always consult your own medical team when making decisions about your own health. If you haven't done so yet, please hit the subscribe button so you never miss a Project Sleep podcast episode. And if you enjoy this podcast, please leave us a rating or review wherever you listen so that we can reach more listeners and raise more awareness. Are you facing sleep issues or a sleep disorder? Project Sleep is now excited to have the Sleep Helpline, a nonprofit-led free national helpline providing personalized support and resources. You can reach out today to speak with a compassionate resource specialist who will listen and help provide accurate sleep disorders information, resources to help navigate daily living and the healthcare landscape, and connect you with a certified sleep center and patient support organizations. Contact the Sleep Helpline at 1-800-819-2043 or by filling out a form on our website at project-sleep.com. Hello, everybody. Bonjour. Welcome. How do you say welcome in French? Bienvenue, bienvenue. Bienvenue. I'm not going to try too much French today. I just want to say in English first that we are very excited to have Anne-Claude sharing her story en français aujourd'hui. Okay, I'm pretty proud. These words are coming back. Anne-Claude is going to share her story in French today, and we're so excited for that. If you are tuning in and you speak English, Anne-Claude presented her story in English. Je vais reprendre la balle, si tu permets, Julie. Je vais commencer tout de suite en français parce que j'imagine que les gens qui nous écoutent sont en ce moment en train de... peut-être ils ne parlent pas l'anglais, alors pour pouvoir continuer, je vais faire du pouce sur ce qu'elle vient de dire. Alors, moi, je suis de Montréal, au Canada. Julie, elle est en Californie. C'est elle qui est responsable de Project Sleep et des Rising Voices of Narcolepsy. C'est un programme que j'ai suivi avec elle qui donne des formations pour parler de narcolepsie, faire de la sensibilisation. Et la présentation que je vais faire aujourd'hui, c'est une présentation que j'ai montée pour aller présenter soit à des écoles, des médecins, tout ça pour qu'on entende parler de la narcolepsie, pour que les gens arrêtent d'avoir ces idées préconçues de ce qu'est un narcoleptique, d'une personne qui est atteinte de narcolepsie. C'est dans le cadre de la deuxième journée internationale de la narcolepsie qui va avoir lieu le 22 septembre prochain qu'on fait des présentations comme ça. Il y en a une en français, il y en a en espagnol, il y en a dans plusieurs langues. I think German as well. Is there German, Julie? No? Just Spanish? Oui, OK. Donc, juste en espagnol. Mais bref, son programme fait des tout petits. Pour plus d'informations pour la deuxième journée de la mondiale de la narcolepsie, vous pouvez aller voir sur la page Facebook de Project Sleep. Il y a une foule d'informations. C'est quand même 26 organismes à travers 6 continents qui se sont regroupés ensemble pour faire cette journée spéciale par rapport à cette maladie un peu particulière. Vous avez aussi toutes ces descriptions-là, les informations au bas de la vidéo. Vous avez juste à cliquer, c'est tout simple. Avant de commencer ma présentation, je vais vous rappeler quelques petites choses. D'abord, vous êtes invités à faire des commentaires dans la vidéo. Je ne les vois pas, mais ça va me faire super plaisir d'être capable de les lire à la fin. De la même manière, si vous avez des questions, si vous avez envie de réagir à des choses que je vous dis, alors je vous en prie, inscrivez-le sans attendre. Il y a Julie qui est là.
Il y a aussi une autre personne qui est cachée en arrière qui s'appelle Anna et elle va me copier-coller toutes ces questions-là et elle va me les envoyer, ce qui fait qu'à la fin, je vais pouvoir les recevoir et y répondre et ça va me faire super plaisir. Donc, n'hésitez pas à le faire. Vous êtes aussi encouragé à partager la vidéo à vos amis, à vos parents, à ceux qui pensent que la narcolepsie, ça n'existe pas, parce que les délais au diagnostic sont encore super longs et on ne sait jamais qui pourrait prendre cette vidéo-là, l'écouter et tout d'un coup avoir l'impression de s'y reconnaître. C'est en cours d'enregistrement, je vous l'ai dit. Dès que la diffusion en direct va être terminée, vous serez capable de retourner voir l'intégralité du vidéo sur la page de Project Sleep. Ça va rester là dans les différentes vidéos. C'est aussi une vidéo il faut savoir qu'elle est publique. Donc, faites attention à ce que vous écrivez. Vous ne voudriez pas rester pris avec un commentaire, quelque chose que vous ne voudriez pas qu'il soit public. Project Sleep fait ces vidéos-là à des fins éducatives et de sensibilisation. On n'est pas des médecins, on ne peut pas fournir d'informations ou de conseils médicaux. Si ce que je vous raconte, si les choses que je vous dis, ça a une résonance chez vous, on vous invite à peut-être consulter un professionnel de la santé qui pourra certainement vous aiguiller, mieux vous répondre. Fait que voilà, je pense que j'ai fait le tour, Julie. J'ai fait l'ensemble de la petite liste qu'on m'avait donnée. Encore là, donc les pouces en l'air si vous êtes là. J'ai vraiment envie de vous voir, de vous entendre et puis j'ai hâte de lire vos questions à la fin. Alors, je commence avec mon histoire. Partager l'écran. Et voilà. Alors, mon histoire de narcolepsie. Alors, vous le savez déjà, je m'appelle Anne-Claude Foucault. Je m'en viens ici. Et voilà. J'ai grandi dans une petite ville sympathique à côté de Montréal qui s'appelle Valleyfield. J'avais officiellement le papa le plus cool de l'univers et la maman la plus Wonder Woman que j'ai jamais rencontrée. 2 parents professeurs, ma mère aussi comptable. J'étais une petite enfant comme tout le monde. J'aimais beaucoup les vacances. Mon chalet était situé au lac Saint-Jean. Alors là, si vous n'êtes jamais allé au Québec, si vous êtes en France, le lac Saint-Jean, c'est un endroit absolument magnifique. C'est tellement grand, ce lac-là, qu'on a l'impression que c'est une mer. Le sable est fin. C'est aussi très loin de ma maison, 6h30. On raconte, il y a une histoire dans ma famille qui est très drôle, c'est que moi, en fait, quand on s'en allait au lac Saint-Jean, c'est quand j'étais toute petite, vous connaissez ça, là, les enfants, ils ont toujours très, très hâte d'être rendus. Alors, on embarquait dans la voiture et au coin de la rue de ma maison, on disait « Maman, est-ce qu'on arrive? Est-ce qu'on arrive? » Ils me disaient « Oui, Anne-Claude, on arrive, ça sera pas long. » Et là, du coup, je m'endormais et ça prenait beaucoup de temps. On conduisait jusqu'à Québec et une fois rendu à Québec, qui est quand même à 3h30, 4h de chez moi, là, je me réveillais, on prenait une pause, on faisait un peu de shopping et tout, et puis on rembarquait dans la voiture. « Maman, est-ce qu'on arrive bientôt au chalet? »« Oui, on arrive. » Et je me rendormais pour les 2h, 2h30 qui restaient de route pour me réveiller juste avant d'arriver au chalet. Donc, pour moi, c'était super facile de me transporter de longues distances. On a fait beaucoup de routes au Québec et j'ai pas souvent apprécié les paysages. Je vous dis aujourd'hui, maintenant que je conduis, ils sont grandioses. Et on a, voilà. Mais bon, bref, première histoire. J'ai grandi et je me suis autoproclamée, moi aussi, une Wonder Woman ordinaire comme ma mère. J'ai participé à des festivals de théâtre international avec la troupe de mon collège. J'ai un baccalauréat en communication, une maîtrise en gestion. À 23 ans, j'étais déjà réalisatrice directrice pour le Météo Média, qui est une chaîne de télévision spécialisée en météo. J'étais toujours quelqu'un qui avait beaucoup de projets, souvent trop. Ma mère aurait probablement aimé que je me repose un peu, mais j'étais toujours bien occupée. J'ai développé une passion pour les sports, l'adrénaline. Nommez-le, je l'ai essayé. Le ski, la marche en montagne, le kayak, l'escalade, le jogging, j'ai toujours été très sportive. Mes 2 sports de prédilection, le jogging encore aujourd'hui et l'escalade que j'ai pratiqué. Vous me voyez ici, là, avec une personne qui est quand même très importante dans mon histoire. Elle s'appelle Julie. Je l'ai rencontrée une fois. La photo, en fait, à ce moment-là, j'initiais des fois les gens à l'escalade et là, elle et son copain étaient venus. Julie, elle était en rémission d'un cancer du cerveau. Et avec les opérations et les traitements, elle était restée avec une espèce d'écho.
un symptôme vraiment, vraiment particulier. Quand elle avait une émotion très forte et très positive, elle est tombée en convulsion. Donc, elle était très excitée de venir faire de l'escalade et quand elle montait sur le mur, à partir d'un moment donné, si vous avez déjà fait de l'escalade, vous connaissez le sentiment, l'espèce de petite adrénaline là, quand on est un peu trop haut, le vertige. Ben, là, elle devenait très excitée. Il fallait qu'elle appelle son conjoint qui la redescendait. Elle faisait sa commotion, sa sigile, en tout cas, bref, euh, sa convulsion. Voilà. Et du coup, elle revenait et elle repartait sur le mur. Elle a fait ça à plusieurs reprises et j'étais vraiment impressionnée parce que je me disais, mais mon Dieu, c'est complètement incroyable comme symptôme, comme effet, d'avoir cette émotion, d'avoir cette réaction. Bref, je ne l'ai jamais revue par la suite. J'espère qu'elle va bien. Euh, mais elle m'a fait quand même toute une impression. Bon, être réalisatrice, directrice, c'est super intéressant, mais se lever à 4 heures du matin, seuls les moins. Pour aller, puis surtout quand ma permanence, c'était le samedi, le dimanche, quand on est jeune, on aime sortir, on aime avoir des amis. J'avais envie d'avoir un peu plus un horaire régulier. Alors, j'ai pris un travail à temps plein dans un bureau. Travail ennuyeux, super moche, qui n'était pas très proche de ma fibre artistique. Alors, après quelques années de cette médecine, j'ai décidé de retourner à mes passions premières pour essayer de dynamiser un peu ma vie. Et comme j'avais pas beaucoup de contacts dans le théâtre amateur, ben, quand j'ai voulu me joindre à un groupe, une troupe, ben, c'était pas évident. Alors, j'ai dit, ben, au lieu de jouer sur scène, ben, je vais en monter un projet. Donc, j'ai voulu faire de la mise en scène. Mais comme il y avait personne qui me connaissait et qui voulait être mon directeur de production, j'ai dit, OK, ben, d'accord, je vais faire la direction de production et la mise en scène de mon projet. Bon, alors, travail à temps plein, direction de production et réalisation d'une pièce de théâtre amateur, je ne le vous recommande pas, à moins que vous ayez envie de faire un burn-out. C'est vraiment la meilleure manière de vous épuiser. Alors, j'ai suivi ce rythme, j'ai été sur ce rythme pendant un bon 6 mois et demi. De 6 heures le matin jusqu'à 1 heure dans la nuit, je ne travaillais que c'était mon travail et le projet non-stop. Et c'est à peu près à mi-parcours dans ce programme qu'un effet particulier est arrivé dans ma vie. J'étais avec mes collègues et puis on se faisait des blagues, bon, entre collègues comme on fait parfois. Et je m'en allais faire une blague que je trouvais vraiment très drôle. Et à ce moment-là, tout d'un coup, j'ai senti mon visage. L'image du jello est quand même quelque chose qui est assez. Ça faisait vraiment bizarre. Et en fait, la vraie image, pour être très honnête, sans égard, ceux qui le connaissent, c'est notre premier ministre, notre ancien premier ministre, Jean Chrétien. Monsieur Chrétien était pris avec une paralysie au visage. Il avait le visage qui tombait toujours. Bon, c'est un très bon premier ministre, mais j'avais l'impression d'avoir le visage j'avais l'air de ça. Je me disais, mais c'est pas possible. Et mes collègues me disaient, mais non, Claude, tu as l'air tout à fait normal. Mais c'était toujours quand je faisais des blagues et que je me trouvais drôle. Quelqu'un d'autre pouvait faire une blague que j'allais trouver très drôle et le symptôme n'était pas là. C'était toujours quand c'était moi qui faisais une blague et que je me trouvais drôle. Maintenant, j'étais très fatiguée, je le savais, je ne faisais pas nécessairement le lien. Par contre, ça me rappelait beaucoup Julie, que j'avais vue faire des convulsions avec cette espèce de sentiment de joie qu'elle avait. Je me disais, oh, mais c'est un cancer. Mais j'ai un cancer qui est en train de me monter dans la tête, c'est pas possible. Et là, mais je suis fatiguée, je vais faire un burn-out. Si je vais voir un médecin de famille ou si je vais en clinique pour rencontrer un médecin, il va m'arrêter. Mais je peux pas arrêter là parce que j'ai ma pièce de théâtre qu'il faut que je peux pas consulter. Ce n'est pas une option. Mais j'ai peur d'avoir le cancer. Alors du coup, je me mets à parler avec mon téléphone, avec des écouteurs. Je mange des antioxydants. J'essaie de faire un peu. Je rajoute du sport. Ah oui, c'est super important. Le sport, on sait que c'est bon pour la santé. Alors, dans mon programme qui est déjà super chargé, je me rajoute une séance d'entraînement. Bon. Et par miracle, un jour, la pièce de théâtre se termine. Et je peux enfin dormir. Et ce qui se passe est absolument extraordinaire.
le jello s'en va. Le sentiment d'avoir ce visage qui tombe, quand je fais des blagues, ça disparaît, ça n'existe plus. Alors, je me dis, waouh, j'ai fait les bons trucs, c'est fini. J'ai réussi à éviter quelque chose qui était en train de pousser dans ma tête. Ça s'est résorbé. La vie continue. Je rencontre mon conjoint et rapidement, nous fondons une superbe famille. Bon, alors, le théâtre, ça se termine, hein, c'est 6 mois. Des enfants, c'est un autre défi. Ouais, qui dit maman dit souvent manque de sommeil, surtout dans les premiers mois où le bébé se réveille très souvent. À mon garçon, il y a cette histoire complètement folle. Je suis en train de me reposer parce que je suis super crevée. Et mon conjoint est en train de préparer le repas et c'est du poulet. Et je sais que c'est du poulet, ça sent le poulet et tout ça. Et quand je me lève pour aller souper, prendre le repas le soir, ben en fait, c'est du steak. Mais je lui dis, mais il est où le poulet? Mais il me dit, mais il n'y a pas de poulet. Attends, t'as cuisiné du poulet tout à l'heure, là? Je dis, non, j'ai pas cuisiné du poulet. OK, d'accord. Ah, c'est bizarre. Mais j'aurais juré qu'il y avait du poulet, mais bref. Je suis retournée me coucher probablement. Je ne sais plus trop comment ça finit cette histoire-là, mais bref, on a oublié, hein, c'est bizarre. 2 enfants, c'est mieux, hein. C'est surtout bien quand ils sont proches comme ça, ils deviennent copains. Alors rapidement, c'est un autre bébé. C'est superbe. Émilie, elle est extraordinaire. C'est un bébé magnifique. Mais elle dort pas. Elle dort pas. Elle fait pas signe. J'arrive pas. Elle est toujours réveillée. 2 heures du matin, elle se réveille. Elle pleure, elle m'appelle. C'est vraiment très exigeant. Quand c'est trop exigeant, des fois, je m'en vais dans la chambre au sous-sol pour être capable de dormir un peu, faire mes nuits dans un endroit où je n'entendrai pas les enfants, mais je les entends pareil. J'entends quand même ma fille qui m'appelle maman, maman. Et du coup, ben, je me lève, je m'en vais souvent en haut, puis ben, mon conjoint a dû faire ce qu'il fallait faire parce qu'Émilie, elle est couchée, elle dort encore, donc tout va bien. Mais c'est quand même très exigeant. Mais c'est souvent moi qui est là parce que, en fait, j'ai un don comparé à mon mari qui, lui, n'est pas capable de faire de sieste dans la journée. Moi, je suis capable de dormir n'importe où, n'importe quand. Alors, c'est super. Moi, je suis capable de récupérer le jour le sommeil que je perds la nuit. Reste que, bon, c'est quand même très exigeant. Un jour, Émilie finit par faire ses nuits. Dieu merci. Mais par contre, moi, je ne peux plus. On dirait que je suis pris dans ce cycle que j'ai fait trop souvent. À 2 heures du matin, je suis réveillée. Puis à 1 heure l'après-midi, par contre, je m'endors. Je fais toujours un coup de barre. Et je suis pris dans ce cycle-là et je suis incapable d'en sortir. Et donc, je me fatigue. Et à un moment donné, le fameux jello revient. Et là, je me dis, non, c'est pas vrai, c'est pas le cancer qui revient, hein, Seigneur. Et là, à un moment donné, ben, c'est plus juste le visage, c'est ma main qui tombe. Et je suis obligée de mettre ma tête sur le bureau. C'est pas possible. Et toujours, j'ai peur que ce soit le cancer. Et je me dis, mais mon Dieu, mais je veux pas consulter, mais je veux pas qu'on me le dise que j'ai le cancer. Puis la dernière fois, ça avait marché. Alors, j'essaie de faire les trucs de la dernière fois, mais ça fonctionne pas. Et il apparaît que mon conjoint avait des problèmes de sommeil. Lui, il était toujours fatigué. Et en cherchant quel était son problème à lui, il tombe sur la description de la narcolepsie. Il me donne, il m'apporte ça. Il me dit, chérie, regardons ça. Il me semble que c'est toi. Et je lis la description. Il y a des choses qui, oui, pourraient faire un peu écho à ce que je connais, mais en même temps, il y a d'autres trucs. Je me dis, non, c'est pas ça, c'est pas moi. Ben non, c'est impossible. Alors, je discarte et je dis, ben non, oublie ça, j'ai pas de problème de sommeil. Un peu plus tard, il m'apporte l'échelle d'Epworth. Ça, c'est un questionnaire qu'on passe pour savoir si on a probablement ou pas un problème de sommeil. Et évidemment, là-dessus, j'ai un score, mais dans le tapis, je suis super haut, super élevé. Bon, OK, peut-être qu'il y a quelque chose, mais tu sais, c'est pas si pire que ça. Ça prend quand même du temps, mais un jour, le fameux jello, les histoires de tomber, c'est tellement fort que je décide de prendre mon courage à 2 mains et d'aller voir mon médecin de famille. Pour lui demander d'avoir un IRM, d'avoir une consultation avec un neurologue. J'ai un cancer au cerveau, voilà, il faut absolument que je l'adresse. C'est plus possible de continuer comme ça.
Le neurologue qui me reçoit, sans attendre, me prescrit une polysomnographie. Alors, un test du sommeil, je dis complètement dans le champ. Ce neurologue, il est pourri, vraiment pourri. Moi, j'ai pas de problème de sommeil. Je m'endors comme ça le soir et puis je suis capable de faire des siestes n'importe où dans la journée. J'ai pas de problème de sommeil. Alors, quand le laboratoire m'appelle pour que j'aille passer le fameux test, ben, je leur dis non. Merci, monsieur, j'en ai pas besoin, c'est correct. Le neurologue, il est pourri de toute façon. Alors, voilà. Mais je continue à tomber quand je rigole. Et là, ben, c'est plus juste quand je rigole, c'est aussi quand je suis fâchée. Oh, il y a d'autres choses qui apparaissent. Alors là, je sens que ça progresse, je sens que ça prend de l'ampleur. Et bon, ben, rapidement, peut-être un mois plus tard, après avoir accroché au nez au laboratoire, je rappelle le fameux neurologue et je dis, ben, vous savez quoi, monsieur, peut-être que j'en aurais besoin finalement de cet examen. Si vous pouviez me le represcrire, j'apprécierais beaucoup, s'il vous plaît. Et c'est sans surprise qu'à 38 ans, ben, j'ai reçu un diagnostic de narcolepsie type 1, c'est-à-dire avec cataplexie. Sans surprise pour tout le monde, mais moi, par contre, je m'y attendais pas du tout. Alors, la narcolepsie, ben, c'est une maladie neurologique incurable qui s'attaque au cycle de sommeil et d'éveil. C'est une maladie qu'on dit auto-immune, donc c'est-à-dire que mon système immunitaire, un jour, a décidé de s'attaquer à mes cellules qui produisent l'hypocrétine, qui est une hormone hyper essentielle, en fait, pour régler le cycle d'éveil et de sommeil. Ça affecte environ une personne sur 2000. On dit 18 800 personnes au Canada, 3 millions dans le monde. C'est quand même pas rien. Pour avoir un diagnostic, on fait passer une polysomnographie et un test de latence d'éveil. Donc, on vous passe 24 heures avec l'ensemble de ce matériel que j'ai en photo. Hein, c'est super. Bon, il faut vraiment être malade pour passer ce test parce que je vous jure, c'est pas super cool. Au Canada aussi, enfin au Québec, ça, pour sûr, on prend aussi une prise de sang pour identifier si on a les génotypes HLA-DQ1. En tout cas, bref, vous voyez le super chiffre qui est là, la phrase bizarre. Si ça vous intéresse, cherchez là-dessus, c'est très intéressant. Les narcoleptiques ont ce génotype. Donc, voilà. Les symptômes. Alors, les symptômes principaux sont la somnolence diurne excessive. Ça se manifeste par des épisodes de fatigue extrême pendant la journée, comparable à ce qu'une personne non narcoleptique pourrait ressentir après être réveillée pendant 48 à 72 heures. Ça entraîne effectivement des difficultés à se concentrer, à rester réveillé. Quand mon médecin m'a demandé à quel moment j'avais commencé à m'endormir de façon incontrôlée le jour, la réponse est venue tout de suite. C'était secondaire 1, donc le lycée peut-être en France, 13 ans. Très clair. Si j'ai ça depuis 13 ans, on va se poser des questions plus tard. Hein. Les cataplexies. Perte de tonus musculaire, soudaine et brutale, généralement déclenchée par des émotions, la peur, la colère, le rire, la surprise. Son intensité peut varier du relâchement léger de la mâchoire à l'effondrement physique total. Sa durée peut être de quelques secondes à quelques minutes, pendant lesquelles, c'est important de le mentionner, la personne reste consciente tout le long. Elle est incapable de parler, de bouger, mais elle vous entend et elle sait ce qui se passe. Donc, effectivement, on comprendra que je n'avais pas le cancer au cerveau. Voilà, merci. L'autre symptôme était plus troublant quand on me l'a appris, hein, les hallucinations hypnagogiques. Ça, ce sont des hallucinations qu'on dit visuelles, auditives ou tactiles, qui ont toujours lieu au début de la période de sommeil ou de la fin. Donc, au début ou à la fin, c'est à ce moment-là que ça se passe. J'ai fini par découvrir à force d'analyser parce que moi, j'avais jamais eu l'impression d'avoir eu des hallucinations. C'est dur de se faire dire qu'on hallucine alors qu'on n'a jamais eu l'impression d'halluciner. Moi, c'est pas mal plus à l'audio. Donc, est-ce que ma fille m'a toujours appelé à 2 heures du matin? Peut-être pas. Bref, le poulet? On refait son chemin à l'envers hein, quand on reçoit comme ça un diagnostic, c'est un peu particulier. Et paralysie du sommeil.
Ah, mais ça, c'est l'incapacité de bouger pendant quelques secondes ou minutes au début ou à la fin d'une période de sommeil. Ça peut s'accompagner d'hallucinations hypnagogiques ou pas. C'est drôle parce que moi, ce symptôme-là, j'ai toujours associé ça à une excellente nuit de sommeil. Moi, j'avais l'impression quand je me levais le matin que j'étais incapable de bouger, là, que j'étais pris dans le sommeil profond. Je me disais, waouh, je viens de passer une super nuit. Et ben, c'était pas ça. Et le sommeil nocturne de mauvaise qualité. Alors ça, c'est le mythe. En fait, la plupart des gens pensent que les gens narcoleptiques sont des gens qui dorment partout et tout le temps. Ben non, le sommeil, en fait, le cycle d'éveil et de sommeil est complètement perturbé. Moi, j'ai passé des nuits et des nuits à être réveillée entre 2 heures et 5 heures du matin sans jamais être capable de pouvoir me rendormir. Alors, ça ne se guérit pas, la narcolepsie. Par contre, il y a des traitements, il y a des médicaments. Et là, moi, j'avais jamais pris plus qu'un Tylenol quand j'avais la grippe. Me faire donner tout ce cocktail, c'était dur à avaler, je vous le dis. Alors, il y a des stimulants pour contrer les accès de sommeil diurnes. Il y a des somnifères pour dormir la nuit, ou en tout cas des médicaments pour dormir la nuit. Des antidépresseurs pour contrer les cataplexies et mon médicament préféré parmi tous, les siestes programmées. C'est encore drôle, mais c'est ce qui pour moi aide le plus. Mais les siestes programmées, ouais, c'est comme un enfant, je suis obligée de faire la sieste. C'est magnifique. Avoir un diagnostic aussi tard, ça amène beaucoup d'incompréhension. Les gens comprennent pas. Voyons, tu as toujours été super énergique, c'est pas toi. De loin, ceux qui ont eu la réaction la plus violente, ce sont mes parents qui ne comprenaient pas, qui disaient ben, c'est pas possible, ça se peut pas, on n'a jamais vu, on n'a jamais remarqué, comment ça, on est passé à côté de ça, c'est pas vrai. Donc, toute la culpabilité aussi qui vient sûrement avec ça, de ne pas avoir compris. Il a fallu quand j'adapte des choses à mon travail, que je prenne mon courage à deux mains, que j'aille voir l'équipe talent, les ressources humaines pour leur demander un espace pour faire la sieste, des trucs comme ça. C'était pas évident. Mes collègues soient au courant. Ouais, bref. Et puis, ben, il y a mon conjoint qui, lui, a été un super coach là-dedans et qui m'a beaucoup appris, qui m'a aidé, dans le fond, à passer à travers tout le processus pour trouver la bonne médication. Ça, c'est un chemin de croix, hein, trouver le bon dosage, la bonne affaire. Là, ça peut être long. Ça prend un bon médecin. Avoir un partner aussi, un coach qui te suit au pas à pas, là, comme mon conjoint a pu faire, ça, c'est très important aussi. Ne serait-ce que aussi déconstruire, parce que j'ai appris que finalement, à chaque fois que j'avais un moment où je m'endormais, eh bien, je m'activais. Donc, j'étais fatiguée, ben, j'allais faire du jogging, j'allais vider de la vaisselle. Je me mettais toujours en mode action, je bougeais finalement pour ne pas m'endormir. Donc, mon conjoint, lui, il me prenait puis il me disait non, 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 là, tu es fatiguée, va dormir. Donc, au début, de déconstruire ces habitudes-là, ça a été vraiment très difficile. L'avenir. Ben pour moi, l'histoire commence, hein, parce que c'est maintenant que je le sais, ça fait pas très longtemps. J'ai décidé de partir quelque chose que j'ai appelé Narcolepsie Québec parce qu'il y avait des choses organisées en France. Il n'y avait pas beaucoup, en tout cas pas de trucs tant que ça au Québec. Bref, je voulais que les gens se rencontrent. Je voulais aussi surtout que les gens ne soient plus jamais pris tout seuls avec un diagnostic aussi complexe que la narcolepsie. Je me disais, c'est pas vrai que quand tu reçois ça, la seule source d'information, ce soit Facebook, que ce soit je voulais être capable de m'assurer que les gens qui reçoivent un diagnostic comme ça aient la bonne information, quelque chose de structuré. Pour le moment, c'est des rencontres. On en a eu quelques-unes et puis à chaque fois, ça a été super extraordinaire. J'ai fait ça avec un médecin puis avec une autre personne narcoleptique. C'était une super expérience qui est encore en cours. Si ça vous tente, on a une page Facebook. Et puis, ben, je vais continuer à faire du ski, du kayak, du vélo, de l'escalade, du jogging avec mes enfants parce que je pense que l'activité physique, c'est super important et ils doivent l'apprendre et je dois continuer.
Et puis, ben, je rêve de faire un deuxième demi-marathon parce que j'en avais déjà fait un avant de recevoir mon diagnostic. C'est sûr que je vais avoir encore plein de rêves. J'espère que je ne serai pas obligée de toujours faire des siestes. Pour le moment, elles sont obligatoires, mais c'est sûr que je ne vais pas arrêter. Puis mon rythme, je vais rester toujours la même personne. En fait, c'est ça le message, c'est que le diagnostic ne m'a pas changé tant que ça. Finalement, je reste la même. Pourquoi je fais ça avec Julie aujourd'hui? Pourquoi je suis là à vous parler de narcolepsie? Ben, c'est pas compliqué. Tout le monde va manquer de sommeil un jour dans sa vie. Tout le monde va être à un moment donné très, très fatigué. Il ne faut pas oublier que ça affecte votre cerveau. Il faut faire attention parce que ces cellules-là sont bien précieuses. Perdez jamais de vue que la fatigue, ça n'a pas toujours l'air de quelqu'un qui est fatigué. Souvenez-vous, les enfants, des fois, quand ils sont très jeunes, quand ils deviennent fatigués, ils se mettent des fois à courir tout partout. C'est là qu'ils peuvent se péter la gueule. Hein? Ben, c'est ça aussi, être fatigué. Moi, je pense que j'ai été comme ça pas mal toute ma vie, sans m'en rendre compte. Ça prend encore aujourd'hui entre 8 et 15 ans en moyenne pour que quelqu'un reçoive un diagnostic. Bon, moi, ça a été très, très long, plus long que ça, mais 8, 15 ans à être malade et à ne pas le savoir ou à être mal diagnostiqué parce que la narcolepsie est confondue avec d'autres maladies qui n'ont rien à voir. Alors là, ce n'est pas les bons médicaments, ce n'est pas les bons médecins. C'est des années très, très dures. Il faut qu'on trouve le moyen d'abaisser cette statistique parce que c'est aberrant. L'autre est encore pire. On pense qu'il y a 50% des gens qui sont atteints de narcolepsie qui ne le savent même pas. Donc, encore là, ce sont des gens qui sont fatigués, qui sont malades, qui ne le savent pas. On pourrait donc leur donner une meilleure vie s'ils savaient. Et je fais ça avec Julie Flagger et les Rising Voices of Narcolepsy, qui est un programme super le fun. Si vous êtes bilingue, si vous parlez en anglais, le PowerPoint, il existe en français. C'est possible de faire des présentations. Je pense qu'on a besoin d'entendre des histoires comme la mienne. C'est la mienne, mais il y en a d'autres et il y en a des centaines d'autres. Et je pense que c'est juste le début d'un premier pas, une conversation que j'aimerais commencer en français. Alors voilà. Et en fait, là, on est rendu à l'étape des questions-réponses. Ha! Julie est là. Est-ce que les gens te voient? Je sais pas. Je sais pas si Julie, vous la voyez. En tout cas, moi, je la vois. Ah, très bien! Encore! Non. Encore! Très bien, Anne-Claude! Alors, je vais lancer les questions. On a Anna. Moi, j'ai déjà Anna sur mon téléphone qui va me lancer les questions. Donc, je vais pouvoir y répondre. En attendant que ça arrive, moi, je vais répondre à 2 questions que Julie m'a posées. Merci Florence Dufour. Je n'avais pas connaissance d'un groupe au Québec. C'est génial, merci. Ben, en tout cas, sur ma page ou en tout cas, cherchez Narcolepsie Québec avec les petites étoiles et le fond bleu, c'est nous. Donc, venez vous ajouter. Ça va me faire plaisir de te rencontrer, Florence. Alors, Julie m'a posé 2 questions. Comment j'ai découvert et participé à Rising Voices of Narcolepsy et comment s'est déroulée la formation? Alors, moi, je viens de recevoir un diagnostic de narcolepsie et j'ai l'impression, je veux dire, en rentrant dans le bureau du médecin, je suis une Wonder Woman. En sortant du bureau du médecin, je suis un alien. Et je me dis, mais voyons, si moi, je suis un alien, ils sont où les autres? Ça se peut pas. Je les ai pas vus. Je les ai pas vus parce que moi, je me suis pas vue, là. Alors, je me suis mis à chercher comme une folle, tout ce qui pouvait s'appeler narcolepsie. Je me suis ajoutée à tous les groupes Facebook possibles et imaginables, à ramasser les pages, à poser des questions. En fait, il y a dans un film, Narcolepsie, Jean de Montréal, il y a une fille qui me dit, ben, il y a quelqu'un, cherche Julie Flagger, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose... c'est pas pire, elle a écrit un livre, je pense. Alors, je sais, OK, il y a un livre. Alors, en allant sur la page de Julie, ben, j'ai fini par voir les Rising Voices. C'était dans les premières années, puis il y avait 3 vidéos qui présentaient des filles super dynamiques qui racontaient leurs affaires. Puis je me disais, oh my God, c'est déjà super bien. Puis là, ben, on pouvait s'inscrire pour faire un training. J'ai dit, moi, je veux, oui, faire un training, c'est super intéressant. Et la formation, ben,
on reçoit un cahier à la maison avec plein d'informations. C'est super bien fait. Elle est vraiment bien montée, la formation. Et rapidement, on a des sessions de travail avec Julie et plein d'autres gens. Et là, c'est magique parce qu'il y a des gens de l'Allemagne, il y a des gens de l'Australie. Il y avait quelqu'un qui était en Australie au moment où j'ai fait ma formation. Donc, tout ce monde-là est là et se parle et raconte les histoires. Et là, tu entends plein de trucs et je me disais, ah oui, ça c'est moi. Oh my God, oui, ça me parle ça. Donc la formation, c'était vraiment super génial. Thank you, Julie. It was amazing. I liked it. And à être quelqu'un de communication, que je travaille en communication, en fait, je suis hyper critique. Et quand j'ai reçu ça, j'ai fait, oh oui, OK, elle sait quoi elle parle. Ça marche bien, c'est super. Donc, et son autre question, Julie, c'était à quoi ressemble la communauté francophone de personnes atteintes avec les narcolepsies? Moi, je vous dirais que de la France, ce que je vois, c'est le statut, le fil Facebook narcolepsie hypersomnie. C'est un endroit où il y a beaucoup de gens qui posent plein de questions, mais j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'il y a une conversation que je vois peut-être pas. Là. Je ne sais pas si l'ANC fait des trucs ou si un bulletin. J'ai pas posé énormément de questions, mais sur ce fil-là, il y a l'air d'avoir des gens qui ont beaucoup de questions, puis beaucoup de... il faudrait, je sais pas, j'aimerais ça vous entendre un peu plus, là, mais c'est quand même un fil qui est très actif. À Montréal, au Québec, c'est très embryonnaire. Il y a cette page de gens de Montréal qui existe. Puis il y a la Fondation Sommeil qui essaye de faire un travail aussi qui est en restructuration et je pense qu'ils sont dans le bon chemin. Mais il y a beaucoup de choses encore à faire. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Merci à tous. Et puis, soyez là le 22 septembre prochain et continuez d'aller voir la page de Project Sleep parce que il y a des activités, il y a plein de vidéos qui sont super intéressantes. En anglais pour la plupart, mais il va y avoir le mien en français. N'hésitez pas à le partager. Merci, Anne-Claude. Yay! This is so special. Great job. My pleasure. We'll see everybody again soon. The Project Sleep podcast is produced by Carver Sound Productions. For more information on podcast production services, visit carversoundproductions.com.